C'est ça. Merci d'être là. Je suis Annie-Danielle Grenier. Je suis patiente partenaire. Je fais de la sensibilisation, ce que j'appelle être communicatrice en maladies rares parce que c'est sur quoi je me spécialise. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution de mon partenariat patient, de l'individuel au collectif, de l'informel au formel. Puis, on va voir ensemble pourquoi je trouve que c'est une évolution comme ça. Donc, je vais tenter de répondre à c'est quoi le partenariat, c'est les différents types de partenariat, c'est quoi un patient expert et le rôle de la sensibilisation, puis tout ça ensemble, qu'est-ce que ça peut donner. Donc, pour vous en parler, je vais vous parler de mon parcours dans la maladie, dans le système de santé, les adaptations ou les évolutions dans ma vie personnelle et professionnelle que ça a apporté et mon évolution du côté de la sensibilisation et du partenariat, bien sûr. Donc, on va commencer par le commencement. De ma naissance à 16 ans environ, moi, j'aurais dit que j'étais en santé, ma famille aurait dit que j'étais en santé, même si j'ai manqué souvent l'école à cause d'infections ou que j'ai eu plusieurs blessures. Je n'étais pas hospitalisée, il n'y avait pas de marqueurs qui sortaient dans des tests réguliers. Il n'y avait rien de majeur, donc j'étais surtout, je n'étais pas chanceuse. C'est plus comme ça qu'on voyait les choses. J'avais un mauvais système immunitaire, mais il n'y avait rien de prévu, puis de précis, puis on n'aurait jamais pensé que j'avais quelque chose derrière tout ça. J'étais une enfant solitaire avec des loisirs sédentaires, la lecture, mais évidemment, j'aimais jouer dehors. Mais pour moi, c'était surtout la danse. J'avais des loisirs sédentaires, mais je dansais. J'ai dansé pendant une quinzaine d'années et puis je pouvais danser jusqu'à 15 heures par semaine pendant l'adolescence, jusqu'à temps qu'à cause de mes problèmes articulaires, surtout mes genoux, j'ai besoin d'arrêter malheureusement. Suite à ça, donc, mettons, cégep, université, c'était une période où j'ai été, je pense, pas mal le plus en santé de ma vie. J'étais donc hyperactive, pas, pas que je ne pouvais pas m'arrêter 2 secondes, mais que je faisais beaucoup trop de choses, finalement, en même temps. Puis pendant ces années-là, c'était surtout mes problèmes de genoux qui étaient une difficulté ou des blessures. Puis la chose que je mentionnerais, parce qu'évidemment, mes diagnostics, je les mets un petit peu à quel moment ils sont arrivés ou des symptômes majeurs dans mon historique comme ça, mais je ne vais pas tout passer en revue. Mais les douleurs chroniques mystères, ça je pense que ça mérite d'être abordé. C'est quand j'ai commencé à avoir mal à plus qu'un genou qui avait été blessé en particulier, puis que là, j'avais mal au poignet, j'avais mal dans le dos, des choses comme ça. Les médecins ont souvent parlé de mes douleurs mystères, comme si, on s'entend, c'était dans ma tête. Donc, je disais que j'étais hyperactive dans ces années-là. J'étais aux études à temps plein. J'ai travaillé pendant toutes mes études. Pendant mes études à l'université, je travaillais à l'hôpital Sainte-Justine de nuit, les fins de semaine. Et en plus de tout ça, je faisais beaucoup d'implications. J'étais impliquée dans les projets étudiants, parascolaires, en politique provinciale, politique étudiante. Par exemple, j'ai été responsable du spectacle de variété des étudiants et professeurs en psycho pendant 2 ans. Et malheureusement, tout s'est arrêté. J'ai frappé un mur à 24 ans. On en parle beaucoup présentement avec la COVID longue. J'ai eu des infections à mon travail à Sainte-Justine et je m'en suis jamais remise. On ne savait pas que c'était ça à l'époque, mais ça a déclenché une dysautonomie. C'est un problème du système nerveux autonome. Et je ne pouvais pas passer plus que 2 minutes debout sans m'évanouir, même manger à table, assise, carré, comme on dit. Des fois, c'était trop, puis je m'évanouissais comme ça aussi. Donc, je suis tombée en invalidité. Donc, de l'hyperactivité à ne rien pouvoir faire du tout. Et je vais y revenir un peu, mais bon, pendant ces années-là, je pensais important de noter, j'avais un médecin de famille, évidemment. Évidemment, à l'époque, c'était évident. Puis j'ai été vue en neuro, en orthopédie, en rhumato, en physio, en physiatrie aussi, médecine du sport, pour essayer de m'aider avec mes douleurs. Et pendant ces années-là, il n'y avait pas de partenariat possible. Quand on est enfant, évidemment, c'est nos parents qui s'en occupent. Mes parents, c'était une autre époque, donc on ne discute pas de ce que le médecin dit, il a raison, on ne pousse pas plus loin, à moins de quelque chose de majeur. On a commencé à pousser plus loin, autant mes parents que moi, quand j'ai commencé vraiment à avoir plus de douleurs aux genoux, des blessures, des choses comme ça, puis que je ne pouvais pas marcher, donc il fallait trouver la cause
de la blessure elle-même, puis la traiter. Donc là, ça a commencé un peu, mais on ne peut pas vraiment parler de partenariat, là. Évidemment, des fois, il y a des médecins qui ne prenaient pas les décisions sans m'en parler, mais c'était quand même, je ne suis pas encore toute jeune, donc ça fait plusieurs années, puis c'était différent à l'époque. Donc, cette invalidité-là, j'étais pas du tout fonctionnelle. Puis j'étais en errance diagnostique pendant 5-6 ans. On ne savait pas ce que j'avais, ou c'était dans ma tête, ou je devais apprendre à vivre comme ça, puis ça n'allait jamais changer. Mais bref, je n'avais pas de réponse à mes questions, donc pas de traitement non plus. J'ai eu quelques diagnostics qui se sont ajoutés, mais rien de majeur, puis rien qui expliquait non plus ma situation. Puis invalidité, qu'est-ce que ça signifiait? Bien, pour moi, ça, comme malheureusement beaucoup d'autres personnes, ça a été de tout perdre. J'ai dû retourner vivre chez mes parents. J'ai perdu tous mes amis sauf 2. J'ai fait faillite. J'ai été sur la solidarité sociale parce que je ne pouvais pas avoir accès aux assurances vu que je n'avais pas de diagnostic. Et donc, ça a été vraiment une période très difficile. Mais j'ai eu la chance à 30-32 ans d'avoir mes premiers diagnostics qui expliquent la situation. Donc, je vais parler principalement du syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. C'est une maladie génétique considérée rare. Maintenant que c'est mieux connu, c'est peut-être pas si rare qu'on pensait, mais on est encore dans les limbes là-dessus. Et puis, c'est un problème du collagène. Collagène, on en a partout dans notre corps, 80% de notre corps à peu près. Donc, ça peut causer des problèmes autant digestifs, cardiovasculaires, que surtout des problèmes articulaires, évidemment. Donc, puis c'est là que j'ai eu un diagnostic de dysautonomie, donc mes problèmes d'évanouissement, puis surtout un traitement pour ça, parce qu'il n'y a pas de traitement pour le Ehlers-Danlos, mais pour ça, j'en ai eu, donc j'allais un peu mieux. Vu que j'allais mieux, j'ai tenté de retourner aux études. J'avais tenté une fois, je pense, avant ce diagnostic-là à distance, mais que ce soit à distance, en personne, avec des accommodements, j'y arrivais juste pas, principalement à cause de mes problèmes cognitifs, mais aussi des infections à chaque fois que j'attrapais. Pour personnellement me sentir utile à la société, pour donner un sens à ma vie, j'ai commencé à faire du bénévolat, de la sensibilisation. J'ai participé à la cofondation d'un groupe de soutien pour le syndrome de fatigue chronique qu'on appelait à l'époque et la fibromyalgie. Ce n'était pas mon diagnostic, mais c'était une situation très semblable. Donc, c'est comme ça que je définissais ma valeur, si on peut dire, parce que souvent, on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis ben moi, je pouvais juste répondre, ben je survis. Je me suis un peu tannée de ça, puis j'ai voulu aussi aider, bien sûr. Donc, dans ces années-là, j'ai récolté la médecine interne qu'on a ajoutée aux autres, surtout pendant mon errance diagnostique, c'est ceux-là qui me suivaient. Et je dirais que pendant ces années-là, il y avait une recherche de partenariat. Évidemment, je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne connaissais pas le terme. Mais j'essayais de, comme on dit souvent, par exemple, de me battre pour avoir des traitements, de me battre pour avoir un diagnostic. Puis ça, bien, ça impliquait d'apporter de l'information à mes médecins si j'en trouvais, de poser des questions, des fois de challenger un peu. Mais je dis que c'était une recherche parce que c'est rare que ça fonctionnait. Entre autres, c'est arrivé que j'ai apporté un article scientifique sur ma condition, puis que le médecin la mette au recyclage devant moi. Donc, c'était une recherche. Évidemment, il y en a qui le faisaient, mais des fois, ça pouvait être difficile à ce niveau-là. Donc, je parle présentement du partenariat de soins, parce que souvent, on dit partenariat, puis on ne définit pas auquel on fait allusion. Le partenariat de soins, donc, c'est vraiment le patient qui travaille en équipe avec son équipe soignante, finalement. La motivation pour ça, bien, comme j'ai dit tantôt un peu, c'est se battre pour obtenir des soins, c'est vouloir être mieux traité, c'est vouloir être mieux compris. Donc, c'est souvent de là que ça part. C'est informel, c'est bénévole. Par exemple, apporter de l'information à son médecin, c'était pas organisé, c'est pas balisé, puis ça paye pas non plus. Et je dis c'est souvent naturel parce que, ben justement, c'est pas qu'on se dit, ah, moi, je pense que ce serait mieux si on travaillait en équipe avec mes médecins. Non, c'est juste, ben là, j'ai un problème, puis je pense que c'est telle chose, puis je veux un diagnostic, puis j'ai besoin de traitement. Donc, ça vient naturellement. Des exemples de partenariats de soins.
Par exemple, mon généraliste qui a accepté de me référer en génétique quand je lui ai apporté l'information sur le syndrome d'Ehlers-Danlos. Je ne connaissais pas ça, s'est informé, a vu effectivement que ça collait, il m'a référé. Donc, ça partait du respect de mes connaissances ou de l'information que j'apportais. Un autre exemple plus récent, mon physiatre qui accepte de me prescrire des orthèses que je lui dis carrément que j'ai vu ça sur un groupe Facebook. Alors que souvent, si on dit que ça vient d'Internet, le professionnel arrête d'écouter immédiatement. Et un dernier exemple qui est très, très récent, en clinique de la douleur, mon médecin va tourner son écran si je suis en présentiel pour me montrer ce qu'elle fait, si les recherches, elle ne se gêne pas de même googler ou d'aller dans ces documentations devant moi. Elle sait que j'ai pas l'impression que c'est un moins bon médecin parce qu'elle ne sait pas tout par cœur. Puis elle explique les choses à mon niveau, donc elle va donner les termes scientifiques parce qu'elle sait que je les comprends, puis on prend des décisions communes. Donc, le partenariat de soins, pour moi, c'est quelque chose d'individuel. On veut s'aider soi-même, on veut que ça aille mieux. Puis, donc, c'est à un bout du spectre, à mon avis. J'ai commencé ces années-là de faire de la sensibilisation informelle, je dirais, par exemple, éduquer le personnel médical, le médecin qui te voit puis qui dit « Ah oui, tu as ce diagnostic-là, mais je pense que j'en ai entendu parler pendant 30 minutes il y a 10 ans, pourrais-tu me rafraîchir la mémoire? » Des fois, ce n'est pas parce qu'ils l'ont demandé, c'est parce qu'on n'a pas le choix de leur donner de l'information, par exemple, avant une chirurgie. Mais c'est aussi répondre aux questions des gens, surtout des étrangers. C'est une maladie invisible, mais ça arrive souvent qu'on utilise une canne, des béquilles, un fauteuil roulant, qu'on a des orthèses. Donc, c'est quelque chose, on n'est pas obligé de le faire. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. On n'est jamais obligé de répondre à ce genre de questions-là, mais moi, je voulais tellement sensibiliser que c'est quelque chose que j'aimais faire. Et une des façons de le faire, c'est que j'ai développé ce que j'appelle mon speech d'ascenseur pour expliquer la maladie. Parce que quand la caissière à l'épicerie te demande « Ah, c'est pour, tu as eu une opération là, pour le tunnel carpien », puis c'est non, mais là, ils ne comprennent pas. Puis là, ben, si tu n'as pas réfléchi à ça avant, c'est assez complexe à expliquer. Donc, j'ai pris un papier, j'ai fait la liste de ce qui pour moi était essentiel de dire sur ma maladie et essentiel pour la comprendre. J'ai mis ça dans des termes plus faciles et je me suis assurée que ce soit une ou deux phrases. Puis c'est un peu de la façon que je voulais présenter au début tantôt. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Si on retourne à la santé, entre 32 et 34 ans, ça a été une période de prise en charge. Le généticien qui a confirmé mon diagnostic en 2012 m'a référé, lui, aux collègues dont j'aurais besoin et à des collègues qui comprenaient les maladies invisibles, les maladies rares, qui savaient que ce n'est pas parce que ça ne te paraît pas que tu n'as rien, et ainsi de suite. Donc, il y a des diagnostics qui se sont ajoutés encore là, mais pas parce que j'étais plus malade, juste parce qu'on s'en occupait. Et comme j'allais un peu mieux avec le traitement de ma dysautonomie, j'ai pu faire un retour aux sources et retourner travailler dans le milieu artistique parce que même si j'ai un baccalauréat en psychologie, j'ai ensuite étudié en organisation d'événements. Et donc, j'ai eu la chance de faire ça, mais c'était à temps très partiel et bénévole. Mais c'était très satisfaisant parce que c'est ma passion, ce domaine-là. Donc, j'ai fait de la consultation avec des amis, consultation artistique. J'ai rempli des demandes de subventions, puis j'ai été gérante de 2 bands de musique jazz au fil des années. Malheureusement, ça n'a pas été long que mon état commençait à se dégrader, puis pas nécessairement juste avec le syndrome de Ehlers-Danlos. J'ai développé de l'insuffisance surrénalienne, qui est aussi une maladie rare. Puis celle-là, ça ressemble beaucoup au diabète, sauf qu'au lieu de l'insuline, c'est du cortisol que mon corps ne produit pas. Et dans ces années-là, j'ai aussi commencé surtout à avoir des problèmes avec mes yeux. L'ectasie cornéenne, c'est une déformation de la cornée. Et donc, j'ai eu besoin de chirurgie pour arrêter la progression, mais j'ai quand même perdu une partie de ma vision avec ça. Et puis, c'était pas tout. Comme je disais, mon Ehlers-Danlos, l'instabilité articulaire a empiré au fil des années, comme depuis mon enfance, chaque décennie est un peu pire que la précédente. Mais j'ai aussi eu des bobos surprises, comme des calculs biliaires, parce que c'est pas parce qu'on a une maladie chronique qu'on ne peut pas avoir des problèmes de tout le monde, évidemment. Donc, j'ai dû cesser ce que je faisais en milieu artistique, puis commencer à faire du travail autonome à domicile. Je faisais de la révision, de la traduction anglais-français.
Et ça, c'est la seule chose que je pouvais faire comme emploi parce que mon état est trop instable. Je ne peux pas savoir si tous les mardis, je peux aller dans un bureau, par exemple, puis juste me rendre et revenir du bureau, par exemple, c'est beaucoup d'énergie que je perds puis que ça m'enlève pour fonctionner. Pendant ces années-là, j'avais dit le généticien, mais aussi un endocrino, un cardio, un gastro et un ophtalmo pour mes yeux. Donc, on s'entend que je commençais à avoir une bonne expérience pour le système de santé en général. Pas juste parce que j'ai travaillé à Sainte-Justine, mais aussi parce que j'ai eu malheureusement beaucoup d'expérience avec le système de santé. Et j'ai commencé dans ces années-là vraiment, entre autres parce que j'avais une bonne équipe traitante, à être partenaire de mes soins pour vrai. C'est sûr qu'il arrive des moments tout le temps où on ne peut pas le faire, mais euh, comme dans les exemples que j'ai donnés tantôt, la plupart de ces médecins-là qui font mon équipe présentement me respectent mes connaissances, expliquent les choses à mon niveau, on prend des décisions ensemble. Mais aussi, c'est comme ça parce que avec l'expérience, j'ai appris que si le médecin que je rencontre n'écoute pas ce que je dis, ben, je ne vais pas retourner le voir. Je ne me chicane pas avec lui ou elle. C'est juste que je ne dépense pas d'énergie pour ça, puis je vais changer. Donc, ça fait que l'équipe que j'ai de médecins, évidemment, est plus dans cette philosophie-là de partenariat. Et une des choses, je pense, qui fait que certains médecins ont plus tendance à m'écouter, tout ça, c'est que je suis devenue patiente expert. C'est quoi ça? C'est pas un patient qui est expert du système de santé, c'est pas un patient expert de la médecine, c'est pas un patient qui est expert du partenariat patient non plus, c'est quelqu'un qui est expert de ses conditions ou de sa condition. Personnellement, ma motivation de ça, c'était le fait que je faisais de la sensibilisation, que j'expliquais, que ce soit à un étranger, à un médecin, ce que j'avais, ben, il fallait que ce soit des informations à jour et fiables. Je ne voulais pas partager de la désinformation. Puis évidemment, ben, c'était pour mieux comprendre mes propres problèmes de santé. Ce que ça a impliqué, ça a été beaucoup de recherches en ligne. Je ne parle pas de Wikipédia, je parle de sites d'universités, d'hôpitaux universitaires, par exemple, ou d'associations reconnues. La lecture d'articles scientifiques que je n'ai jamais arrêté de faire après mon baccalauréat en psycho. Assister à des webinaires, assister à des conférences. J'ai assisté à ma première conférence médicale sur le Ehlers-Danlos hypermobile ou général à Toronto en 2014, par exemple. J'ai continué depuis ce temps-là. Donc, ce que ça peut donner, c'est que ton médecin de famille t'appelle pour avoir des ressources sur ta maladie ou pour répondre à des questions. Ton neurologue qui accepte de faire une biopsie dont il n'a jamais entendu parler, ou pas pour ça, mais qui sait que les informations que j'apporte sont valides, c'est pas n'importe quoi. Et l'endocrinologue qui, par exemple, pour mon insuffisance surrénalienne, qui me laisse gérer la quantité de médication parce qu'il faut prendre une médication régulièrement pour ne pas mourir. Mais pour lui, tant que je restais dans une certaine dose, je faisais ce que je voulais. Et justement parce qu'il savait que je connaissais les risques d'en prendre trop ou trop peu. Donc, à ce moment-là, je dirais, où cet aspect-là, c'est un partenariat un peu informel, puis même bizarre ou surprenant, parce que quand on aide le professionnel, c'est une grosse différence, c'est rare. Mais donc, c'est encore informel, c'est pas organisé, ni rien du genre. J'ai commencé, après avoir eu ce diagnostic-là, puis une meilleure prise en charge, à faire de la sensibilisation que j'appelle formelle, plus organisée. J'ai lancé un blog en 2013 qui est devenu un site web qui est Ma vie de zèbre, comme ça. Et puis, à partir de là, ben, j'ai aussi créé un jeu d'aventure textuelle pour essayer de faire réaliser ou mieux comprendre notre réalité. Donc, ça s'appelle Une semaine dans nos souliers. J'ai, à partir surtout de 2017, été plus présente en tant que Ma vie de zèbre sur les médias sociaux, donc des comptes pour sensibiliser. C'était pas Annie Daniel qui parlait de son souper ou de ses activités, c'est vraiment pour la sensibilisation. Et j'ai eu la chance d'avoir des textes qui ont été publiés, participer aussi à des entrevues, des podcasts, des choses comme ça. Donc, c'est plusieurs façons, mais c'est plus formel, c'est organisé, c'est pas juste j'ai décidé de parler à mon voisin de ce que c'est ma vie, finalement.
Et bien, la motivation derrière ça, surtout le lancement du blog en 2013, c'était quand moi, j'ai eu le diagnostic ou dans les années avant le diagnostic, je cherchais de l'information et j'en trouvais pas. C'était surtout, évidemment, à l'époque, le syndrome de Ehlers-Danlos. Il n'y avait pas d'informations en français. Quand il y en avait en français, c'était de France, de Belgique, donc des réalités qui ne s'appliquent pas nécessairement ici. Puis, j'ai vraiment senti que je pourrais aider. Donc, j'ai voulu partager de l'information pour que d'autres Québécois qui cherchent ce diagnostic-là aient de l'information, puis de l'information que j'espérais de qualité. J'ai aussi partagé simplement mon quotidien avec une maladie rare, maladie invisible. Puis, beaucoup de personnes qui, avec d'autres diagnostics, se sont reconnues là-dedans. C'est un impact que je ne m'attendais pas à avoir et qui me motive à continuer, en fait. Puis c'est sûr qu'une des premières raisons pour moi de le faire, qui était un peu naïf, c'était de sensibiliser les gens de mon entourage ou en général à cette réalité-là. Pourquoi des fois on ne peut pas faire des choses, l'impact que ça a sur nous. Mais ça, c'était naïf parce que ben, la personne qui s'en fout, elle ne va pas aller lire ton blog pour mieux comprendre. Donc, cet impact-là a été très minime s'il a eu lieu. Et c'est quoi le lien? Pourquoi est-ce que je vous en parle alors qu'aujourd'hui, c'est pour le partenariat patient? Bien, je pense qu'on fait toujours de la sensibilisation quand on est partenaire, que ce soit partenaire de nos soins ou dans l'organisation. On parle de nos expériences, on explique notre point de vue, donc ça sensibilise les gens qui sont autour de la table avec nous, le médecin avec qui on collabore, à notre réalité. Ce n'est pas juste une question d'être partenaire, on sensibilise à notre réalité quand on fait ces choses-là. Puis évidemment, en faisant cette sensibilisation-là, en devenant patient expert de mes conditions, ben, ça faisait de moi une meilleure partenaire parce que je ne parlais pas de n'importe quoi dans le vide. Une avant-dernière sur l'évolution de ma santé, l'année dernière, en fait, 41 ans, 2 ans, ça a été vraiment une année difficile. J'ai eu des pierres au rein, j'ai eu besoin de chirurgie à ce niveau-là et j'ai eu une condition précancéreuse de l'utérus. Donc, ça aussi, ça a nécessité une chirurgie. En fait, entre 2019 et 2020, j'ai eu 5 chirurgies. Et puis, ben, j'ai d'autres problèmes qui se sont développés. Donc, j'étais bien contente de pouvoir faire du travail autonome à domicile parce que ça me permettait, même juste 2 jours après une chirurgie, de recommencer tranquillement avec le laptop, par exemple. Dans ces années-là, en fait, cette année-là, j'ai récolté la clinique de la douleur dont je parlais tantôt, puis une gynéco, évidemment. Et ça a été le début de mon partenariat formel. Et pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là que ça a commencé? Je vous ai parlé de l'insuffisance surrénalienne qui peut être mortelle. Ben, malheureusement, comme c'est une maladie rare, elle est très mal connue ou peu connue dans le milieu de la santé. En général, la personne va comprendre, on dit, bon, insuffisance, OK, surrénalienne, il y en a qui pensent que je me suis trompée puis que je voulais dire rénale. Il y en a qui savent ce que ça veut dire, mais le pratico-pratique de la chose est très, très mal connu. Et ma vie a été en danger à plusieurs reprises, malheureusement, après mon diagnostic, que ce soit à l'urgence ou en chirurgie d'un jour, par exemple. Puis, ben, on s'entend que c'est assez motivant de vouloir changer les choses à ce moment-là. C'était autant pour moi, pour les prochaines fois, que je me disais, ben, pour les autres personnes avec le même, pas nécessairement juste ce diagnostic-là, mais des diagnostics rares en général. Donc, j'ai demandé à un de mes médecins, ou peut-être même à plusieurs, mais il y en a un qui a réagi. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux parler au personnel de l'urgence? Est-ce qu'on peut envoyer de la documentation, ainsi de suite? Puis, ben, ce médecin-là m'a recommandé de contacter Dr. Philippe Carajuan, qui est celui qui a lancé le bureau du partenariat patient de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc, suite à ça, ben, j'ai intégré le bureau du partenariat patient. Et c'est là qu'on est plus dans le partenariat formel. Évidemment, on ne nous choisit pas juste parce que ça nous tente. On a une entrevue pour voir si on répond au profil, parce que si on est incapable de parler de notre expérience sans nous écrouler parce que le trauma est encore trop récent, ça ne sert pas à grand-chose, puis c'est trop difficile pour nous. Il faut aussi pouvoir faire de la critique constructive, puis éviter de généraliser. Même si j'ai vécu des mauvaises expériences,
ce n'est pas tous les professionnels de la santé qui sont problématiques. Puis aussi, ben, si j'arrive à un résident ou une future physio, puis que je lui dis que tous les médecins, c'est des méchants, je ne pense pas qu'ils vont vraiment être ouverts à écouter ce que j'ai à dire. Je ne le pense pas non plus, en parenthèse. Donc, il y a différents types de partenariats que j'appelle formels. Il y a les comités organisationnels. Donc, par exemple, être sur un comité qui aide à déterminer si on peut améliorer le parcours d'un patient qui arrive à l'urgence ou sur les prochaines avenues en télésanté, par exemple. Il y a aussi les groupes de recherche. Donc, puis là, je ne parle pas d'être sujet de recherche, de répondre à des sondages, c'est plutôt d'être impliqué dès le départ dans la démarche. On peut collaborer à orienter la démarche de recherche. Puis aussi, en général, ben, on collabore à la création d'outils comme justement les sondages que nous, on ne répond pas, mais on aide à les créer. L'analyse de données aussi. Et parfois, comme présentement je fais avec 2 groupes de recherche, être co-auteur des articles de publication là, des résultats de recherche. Finalement, il y a beaucoup, j'en oublie sûrement, mais il y a aussi les activités de formation de professionnels de la santé. Ça peut être de co-animer des ateliers avec des étudiants en médecine ou de la faculté de médecine en général. Ça peut être aussi de collaborer à la création de modules d'éducation continue. Par exemple, je fais ça présentement avec l'Association canadienne des facultés de médecine et puis avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Donc, comment est-ce que ça se fait? Bien, comme il y a plus qu'une façon d'y arriver. Dans mon cas, ça a été cette référence-là d'une personne qui m'a envoyé au bureau du partenariat patient. Mais par le bureau du partenariat patient, j'ai aussi reçu des demandes de participation à des projets dans d'autres circonstances. Puis évidemment, à force d'en participer à des projets, bien, on rencontre des gens, on a des affinités où on montre notre intérêt. Donc là, on peut recevoir aussi d'autres demandes comme ça ou des suggestions de projets. Et puis, avec ça, bien, présentement, en plus d'avec l'Université de Montréal, je travaille avec l'Université de Sherbrooke, avec le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, avec l'Université McMaster même. Donc, c'est un peu comme dans n'importe quoi. C'est du bouche à oreille ou de un qui envoie à l'autre. Et pourquoi est-ce que j'appelle ça partenariat formel? Bien, en général, c'est organisé, c'est planifié, c'est balisé et c'est souvent rémunéré. Puis, comme je disais, il y a un processus d'embauche, de sélection. Il y a aussi souvent de la formation. Puis, quand je dis processus d'embauche ou de sélection, ce n'est pas juste pour être membre du bureau du partenariat patient, c'est avec chaque projet, on s'assure d'avoir la meilleure personne. Et donc, rendu là, moi, je trouve que on est rendu dans le collectif parce que c'est pas nécessairement pour soi. C'est sûrement pas juste pour soi qu'on fait ça. Quand on améliore le parcours de quelqu'un à l'urgence, ben, on espère que ça va aider tout le monde. Donc, c'est vraiment à l'autre bout du continuum. Et la dernière étape de santé, ben, j'ai eu l'année dernière plusieurs nouveaux diagnostics qui n'ont pas nécessairement été faciles, mais je n'étais pas plus malade. Ça a été seulement des réponses aux problèmes que j'avais déjà. On a su, par exemple, que mon insuffisance surrénalienne était due à une polyendocrinopathie auto-immune, donc un problème immunitaire, et aussi que j'avais une maladie auto-inflammatoire, qui n'est pas la même chose que auto-immune, mais qui implique aussi le système immunitaire. Et puis, en fait, on a finalement eu la réponse à pourquoi est-ce que j'étais toujours malade depuis l'enfance. Donc, j'ai récolté un immuno par-dessus tout ça. Et donc, si on est à aujourd'hui, j'ai un suivi régulier avec une douzaine de spécialités et plusieurs autres au besoin. Si on pense par exemple à la pierre au rein, j'ai vu un uro pendant un certain temps. Et c'est là, en mai 2021, que j'ai fait le premier changement de carrière de ma vie qui n'était pas nécessaire à cause de ma santé, que j'ai choisi. J'ai cessé de faire de la révision, de la traduction pour me consacrer à la sensibilisation, au partenariat patient. C'est ma carrière, c'est comme ça que je me définis. C'est moins rémunérateur, mais c'est plus satisfaisant, même si j'aimais beaucoup travailler dans les langues. Et donc, je ne peux pas dire que je fais ça à temps plein parce que je ne peux pas travailler à temps plein, mais je fais ça à 100% de mon temps.
Donc, je vais terminer avec quelques infos additionnelles et réflexions. Présentement, je suis impliquée dans une douzaine de projets de partenariat patient. Des fois, c'est juste 2 rencontres par année, d'autres fois, c'est beaucoup plus d'heures, mais bref, j'essaie de jongler avec tout ça. Et j'ai entre 3 et 5 projets de sensibilisation. Évidemment, mon site web, Ma vie de zèbre et la sensibilisation sur les médias sociaux, mais aussi j'ai une boutique pour avoir des produits de sensibilisation en français, ce qui est très rare. Et j'ai des projets d'écriture aussi. La dernière réflexion que je voudrais faire, ou la première, c'est au sujet de la rémunération. C'est malaisant, on se sent qu'on ne devrait pas en parler. Au bureau du partenariat patient, ils nous apprennent que notre temps, notre expérience ont une valeur, qu'il ne faudrait pas être gêné de mentionner ça. Mais on sent tout le temps, en tout cas moi personnellement, je sens souvent que si j'en parle, c'est que je trouve que ce n'est pas assez important pour le faire bénévolement ou que je ne vais pas m'impliquer si je ne suis pas payée. Mais je me force pour en parler parce que je trouve ça important. Je trouve que c'est une question d'éthique, une question d'équité et une question, comme on dit en anglais, de walk the walk. Parce que comment peut-on dire que le patient est au même niveau que le médecin ou que le gestionnaire si le patient est la seule personne autour de la table à ne pas être rémunéré? Je trouve que ça envoie un message un peu contradictoire. Puis, donc, c'est la raison principale pourquoi je trouve ça important. Et puis, ben, ça rajoute une difficulté au choix qu'on doit faire en tant que patient partenaire parce qu'on a des limites. Évidemment, tout le monde a des limites, mais nos limites, par définition, on est en général malade. Donc, ça se peut qu'on ait des limites plus importantes que la personne en santé qui peut faire sa journée de travail, du bénévolat, les tâches ménagères, puis s'occuper des enfants par-dessus tout ça. Mais évidemment, comme notre temps et notre énergie sont limités, ben, il faut souvent faire des choix difficiles puis abandonner certains projets qui ne sont pas rémunérés, tout simplement parce que nous aussi, il faut qu'on paye les comptes, puis on ne peut pas tout faire. Puis on ne peut pas en faire beaucoup. Donc, je termine là-dessus. Je vous dis merci et je vous laisse avec ma devise qui est que la maladie, ce n'est pas un obstacle au bonheur.